Bonjour, je suis Aurélien, et me revoici pour vous parler de politique française, strictement française cette fois. Avant de vous parler du personnage dont il est question dans le titre, je voudrais d'abord préciser que cette chronique n'est pas un tract, ni pro, ni anti-Zemmour, mais une tentative de décrire quel est l'enjeu de cette candidature assez originale, surtout alors que le premier tour approche. Il ne s'agira pas ici de dire que les électeurs intéressés par Zemmour devraient changer de choix. Au contraire, si vous regardez le titre, s'ils adhèrent vraiment aux idées de ce candidat, ils peuvent toujours trouver des raisons de voter pour lui. Cette chronique parlera moins aux partisans des autres candidats, sauf s'ils sont intéressés par la politique en général. Ensuite, non. Je ne satisferai pas ceux pour qui Zemmour ne serait qu'une marionnette d'intérêt occulte. Je ne vais pas non plus dire qu'il ne serait que l'aboutissement d'un projet politique ourdi par le milliardaire et mania médiatique Vincent Bolloré. Oui, l'Empire Bolloré et la chaîne CNews ont permis à Zemmour de gagner en audience. Mais on va parler du phénomène politique Zemmour, et les variations des intentions de vote de celui-ci montrent que tout n'est pas qu'une question de puissance financière, d'autant que le financement des campagnes fait l'objet de régulation, ou de puissance médiatique. Un candidat qui n'arrive pas à s'ancrer dans l'opinion s'effondre, quels que soient les moyens mis derrière lui. Nous allons donc parler ici des succès et revers de ce candidat atypique. Je voudrais aussi entamer cette chronique par un peu d'examen de ce que j'avais dit dans ma chronique numéro 1, il y a un mois déjà. À la fin de cette chronique, j'avais esquissé quelques prédictions sur l'évolution des sondages. La chronique avait été écrite alors que la guerre d'Ukraine n'avait pas encore commencé. J'y disais que Macron resterait à son niveau, soit 24 ou 26% des intentions de vote. La guerre l'a propulsé jusqu'à 30 voire 33% chez certains sondeurs. Mais la plupart des instituts notent maintenant un essoufflement, Macron redescendant vers 28 ou 29%. Il n'est pas du tout impossible qu'au 10 avril, soit au premier tour, le président soit revenu dans la marge haute de son niveau d'avant-guerre. J'avais aussi dit que Marine Le Pen resterait stable, entre 16 et 18%. Et c'est bien ce qui s'est passé pendant les premières semaines après le début de l'invasion russe. Et on la voit monter depuis cette semaine vers les 19-20%. Si la cause ou même la durabilité de cette montée sont encore à éclaircir, il était prévisible que l'accusation de poutinisme n'affecte que peu la candidate du Rassemblement national. Et ce précisément pour la raison que j'indiquais dans ma première chronique. La sociologie de l'électorat du RN, surtout quand on y a enlevé l'électorat de droite qui a préféré Zemmour, est celle d'une population assez jeune, modeste, peu diplômée, périurbaine ou rurale, et surtout une population qui ne croit plus aux promesses sociales ou économiques de la plupart des candidats. Les électeurs de Le Pen ne pensent pas qu'un autre candidat puisse les représenter. Donc les accusations qui peuvent être faites à Marine Le Pen sur Poutine et l'Ukraine, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Mélenchon a, comme je l'avais prédit, continué son chemin avec une progression constante, bénéficiant d'un vote utile à gauche, mais plus lente qu'en 2017, car Fabien Roussel le prive de 3 à 4 points et l'empêche de concurrencer Le Pen. La vignette de ma première chronique indiquait aussi que Valérie Pécresse serait au centre du jeu. Et ce que l'on constate après les 3 candidats que je viens de citer, c'est qu'il y a une petite finale entre Zemmour et la candidate des Républicains. J'avais dit que Zemmour serait en difficulté sur la fin de campagne, car c'est un moment où il faut convaincre les électeurs indécis, qui sont souvent centristes, et il est trop clivant pour cela. En même temps, comme dirait l'autre, j'avais dit que Zemmour est assez résilient, et il ne s'est pas complètement effondré. Un sondeur, Opinionway, l'a fait descendre cette semaine jusqu'à 9%, mais l'a réestimé à 10% le 25 mars, et il reste globalement au niveau de sa rivale Pécresse. Il demeure donc encore à voir si cette dernière pourra se relever, même si l'accès au second tour lui semble définitivement compromis. Donc, en résumé de ce retour, si je n'ai pas pu prévoir la guerre d'Ukraine ni ses conséquences à 2 semaines près sur les rapports de force, mes annonces d'il y a au moins un mois sont loin d'être démenties, surtout alors que l'effet Ukraine semble s'estomper dans les sondages. Et en fait, c'est surtout le niveau élevé de Marine Le Pen actuellement que je ne m'explique que partiellement, d'autant qu'il faut toujours rester prudent avec l'estimation des votes nationalistes. Ailleurs en Europe, l'AfD allemande, le parti espagnol Vox ou les démocrates suédois ont récemment été surestimés lors des élections générales de leur pays. En France, en 2022, on peut cependant avoir une confiance relativement forte dans les sondages des présidentielles, car ils ne se trompent généralement pas de plus d'1 ou 2 points entre les prédictions des 2 dernières semaines et les résultats du premier tour. D'ailleurs, cette présidentielle a pour particularité d'être presque une redite de 2017, avec plusieurs des mêmes têtes d'affiche. Macron, Mélenchon, Le Pen, Dupont-Aignan, Lassalle, Poutou, Artaud, ou des noms qui remplacent les précédents pour les mêmes partis ou quasiment les mêmes. Jadot et Hidalgo à la place de Benoît Hamon, Pécresse à la place de Fillon. Seuls 2 noms sont réellement neufs dans cette campagne, Fabien Roussel et surtout Éric Zemmour. Si le candidat communiste, le premier de son parti depuis 2007, fait une campagne honorable et s'apprête à faire un score comparable à celui de Robert Rue en 2002, le véritable nouveau nom de la campagne est bien sûr Éric Zemmour. Il est objectivement le candidat le plus commenté, le plus attaqué en dehors de Macron, qui lui ne se sent pas vraiment le besoin de faire campagne, du moins pas officiellement,
Des livres sortent contre Zemmour en rafale et ces débats sont scrutés. Dans le duel qu'il a opposé à Valérie Pécresse, le seul fait qu'il n'ait pas écrasé la présidente de la région Île-de-France est interprété comme une défaite. Comme si on avait oublié que, même si elle n'est pas très bonne en tant que tribune, Valérie Pécresse n'en est pas moins une politicienne expérimentée, alors que Zemmour, qui était jusqu'à l'an dernier un polémiste sans obligation de défendre un parti ou un programme, est un candidat novice. Je ne cherche pas ici à exonérer Zemmour de toute critique sur ses lacunes en tant que débatteur, mais le niveau d'attention et le niveau d'exigence qui lui sont mis montrent qu'il est l'homme au centre de la campagne. À la fin de 2021, surtout en novembre, il semblait s'être imposé comme le premier opposant à Emmanuel Macron, alors que Marine Le Pen était en perte de vitesse. Il avait surtout imposé ses thématiques de campagne, l'immigration avec une tournure identitaire bien plus prononcée que chez Marine Le Pen en 2017, et aussi avec un parti pris antifiscaliste assumé dans son programme. Je dis antifiscaliste plus que libéral, car Zemmour est en réalité assez protectionniste, il n'est donc pas un libéral pur. Au plus haut de sa forme, début novembre 2021, le trublion s'était hissé jusqu'à 19% dans les sondages. Zemmour était devenu la sensation dans l'élection, l'homme qui incarnait la thèse intellectuellement proscrite du grand remplacement, de l'opposition à la repentance historique de la France, de la défense de l'assimilation comme une obligation individuelle, de la remise au goût du jour du roman national et d'une géopolitique basée sur les intérêts de la France et non d'une supposée destinée européenne ou occidentale inéluctable. Qu'on approuve ou pas ses positions, Zemmour était le candidat subversif, c'est-à-dire celui qui est le plus en opposition avec les valeurs de la scène médiatique et politique majoritaire, mais il n'est pas forcément en opposition avec les idées de la grande majorité de la population, du moins tout dépend du sujet. Pourtant, l'aventure semble aujourd'hui tourner moins brillamment qu'annoncé, voire même tourner court. Après une descente de novembre à janvier, tombant vers 11 ou 12% dans les intentions de vote, et une remontée jusqu'à concurrencer Marine Le Pen à la mi-février 2022 vers les 15-16%, Éric Zemmour semble, depuis le début du conflit ukrainien, retomber jusqu'à un étiage encore plus bas qu'en janvier. Au moment où j'écris, il semble que la barre des 10% soit en jeu comme on l'a vu précédemment. Éric Zemmour ne sera très probablement pas président, ni même présent au second tour. Dans son intérêt, on pourrait même lui souhaiter de ne pas être qualifié le 10 avril. Les 2 semaines de l'entre-deux tours seraient un procès médiatique continuel que seuls peuvent imaginer ceux qui ont connu l'entre-deux tours de 2002, opposant Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et ceux qui pensent que Zemmour ferait nécessairement un bon débat face à Emmanuel Macron s'avancent en réalité beaucoup. L'Ukraine, Vichy, l'Union européenne, la politique économique en général seront autant de sujets rugueux pour Zemmour. Et même si Zemmour a sans doute déjà une ligne argumentative préparée, Macron pourra le mettre en difficulté. Car si l'actuel président n'a jamais eu une véritable profonde vision politique, il ne manque ni d'astuce, ni de culot, et encore moins de talent de comédien. Si Zemmour finit 4e ou même 5e le soir du premier tour, avec un score autour de 10%, comme c'est le plus probable, cette performance pourrait être jugée comme honorable pour quelqu'un qui part de littéralement rien. Mais nous savons qu'un tel score sera surtout vu dans les médias comme le fait que la majorité des Français ne sont pas réellement intéressés par le thème de l'immigration ou par la thèse du grand remplacement. Cette conclusion serait hâtive, car de la même manière que l'électorat populaire qui vote Le Pen a des préoccupations évidentes sur le pouvoir d'achat, mais choisit quand même de voter pour un parti historiquement anti-immigration, il se peut que beaucoup de Français soient préoccupés par l'évolution démographique et culturelle de leur pays, mais n'aient pas considéré ce thème comme étant le plus prioritaire et n'aient pas considéré la candidature Zemmour comme étant la plus adaptée ou la plus crédible pour traiter cette thématique. Alors, qu'est-ce qui a pu enrayer la dynamique Zemmour ? Très certainement pas les polémiques et accusations dont il a fait l'objet, que ce soit les polémiques historiques sur Vichy ou les accusations d'abus sexuels. Rien de tout cela ne coïncide avec les variations du candidat dans les sondages. Certains dérapages, tels que l'incident du salon Millipol en octobre dernier, où Éric Zemmour avait pointé une arme sur un journaliste, ou sa déclaration de janvier sur les élèves handicapés dont il préférait qu'ils aillent dans des établissements spécialisés, ont même été co-occurrents de périodes de hausse sondagière. De toute façon, quelques événements ponctuels expliquent difficilement des baisses tendancielles qui s'étendent sur plusieurs semaines voire des mois. Le plus vraisemblable est que Zemmour a bénéficié d'un effet de nouveauté à l'automne, mais qu'il n'a pas mené sa campagne selon un scénario en plusieurs étapes, comme en compte généralement une présidentielle. La première étape, dans une campagne présidentielle, c'est celle du choc d'originalité, voire de surprise qu'on essaye d'avoir à la fin de l'année précédant l'élection, comme ça avait été le cas pour François Fillon en 2016, Marine Le Pen en 2011, ou même Jean-Pierre Chevènement en 2001. Ensuite, il faut pouvoir durer dans la période de décembre à février, où la liste des candidats probables s'étoffe, mais où arrivent aussi les premières crasses, voire les catastrophes, comme l'affaire Pénélope ou celle des costumes dans la campagne de Fillon en 2017. Durant cette deuxième étape, un candidat doit montrer qu'il a plusieurs thèmes forts dans son programme et qu'on évite d'être monomaniaque.
Jean-Luc Mélenchon a à 3 reprises plutôt bien réussi cette seconde étape, en 2012, 2017 ou même pour le 2022. Jean-Luc Mélenchon cumulait les sujets sociaux et écologiques sans oublier d'aborder la géopolitique ou même la sécurité, alors que en 2012 et en 2017, Marine Le Pen échouait à sortir de son thème habituel de l'immigration et de l'insécurité. En 2012, elle s'en mêlait les pieds sur les problématiques européennes et elle ne réussissait pas beaucoup mieux en 2017. Enfin, sur les 2 derniers mois d'une campagne présidentielle, vers mars-avril donc, un candidat doit pouvoir rassurer en montrant qu'il maîtrise son programme dans les débats et qu'il a su gérer les chaos médiatiques de la campagne et qu'il peut rassembler les électeurs. Éric Zemmour a réussi la première étape de la campagne, donc celle de l'originalité, à la fin de l'année dernière. Il a plutôt manqué la seconde, et il fait ce qu'il peut pour sauver les meubles sur la troisième. Son programme antifiscaliste, incluant donc la nécessité de réduire des coûts publics, par exemple en portant l'âge du départ en retraite à 64 ans, ça n'était pas de nature à lui gagner l'électorat ouvrier. Le manque d'expérience et le peu d'élus et cadres pris chez les Républicains ne l'ont pas aidé à s'approprier l'électorat de droite aux dépens de Pécresse. Le paradoxe de la campagne de Zemmour est que, alors que cette campagne se présentait d'abord comme un défi à Marine Le Pen, elle risque au contraire d'avoir aidé cette dernière. En effet, Marine Le Pen a passé une campagne étrangement tranquille en comparaison de 2012 et surtout de 2017, où elle était le principal ennemi idéologique à abattre dans la scène médiatique. En 2017, elle devait argumenter tant sur son opposition aux flux migratoires, sur ses projets de réforme de la nationalité, sur le Frexit, sur le retour au franc, sur la réindustrialisation par le protectionnisme. Chacune de ces déclarations ou apparitions télévisées donnait lieu le lendemain à des articles de réfutation ou de fact-checking dans la presse du style Libération, Le Monde ou Le Nouvel Observateur. Les débats télévisés de mars et avril 2017 ont été des épreuves dont elle sortait peu grandie, comme un signe annonciateur de l'accident industriel du 3 mai 2017 face à Macron. En 2022, la présidente du RN a fait quasiment une promenade où elle a pu prendre le temps, pendant qu'Éric Zemmour émergeait à l'automne, de se repositionner sur la question du pouvoir d'achat ou celle de la santé, sans oublier de faire valoir sa féminité par contraste avec la réputation de misogynie associée à Zemmour. Elle a pu se permettre quelques déclarations condamnant la brutalité de son concurrent de droite. Et ce alors que, textuellement, le programme de Marine Le Pen pour 2022 contient toujours des dispositions radicales telles que l'abolition du regroupement familial. Autrement dit, une disposition qui, qu'on l'approuve ou non, s'accompagnera inévitablement de tensions si elle était appliquée. On peut dire que Zemmour a complètement et involontairement joué le rôle de paratonnerre pour Marine Le Pen. Le polémiste a mené le combat idéologique identitaire en se battant sur le terrain de la droite conservatrice, en étant en concurrence directe avec Pécresse voire Macron pour certains électeurs qui sont plutôt libéraux en économie. Donc Zemmour était sur un terrain glissant et sans position sûre. Pendant ce temps, Marine Le Pen était tranquille sur sa niche sociologique que nous avons déjà décrite. Il est donc tout à fait compréhensible que l'effet Ukraine ait joué contre Zemmour, mais pas contre Le Pen. La montée apparente de Marine Le Pen jusque vers 19 ou 20% dans les derniers sondages pourrait révéler que, par opposition à Zemmour, Le Pen a acquis une dimension qu'on ne lui aurait jamais accordée il y a 5 ans, celle d'être rassurante pour une partie de l'électorat populaire ou féminin. On peut se demander pourquoi ne pas avoir vu toutes ces limites, théoriquement évitables, surtout pour un candidat qui n'avait pas les contraintes d'avoir un parti préexistant pour lui imposer un discours ou une ligne de conduite. Et est-ce que Zemmour n'avait pas, avant la campagne, une réputation d'être un fin analyste de la vie politique française ? Il n'est pas impossible que Zemmour, qui est avant tout un écrivain, se soit fait beaucoup d'illusions. Il se peut aussi qu'après des mois d'hésitation en 2020 et 2021, il se soit décidé à candidater sans avoir eu le temps de tout planifier. Mais il se peut aussi que son objectif n'ait pas été réellement de gagner. Il faut se rappeler pourquoi des militants ont insisté pour que Zemmour se présente. En 2017, Marine Le Pen avait généré énormément de frustration chez les nationalistes français. Non seulement par son débat raté, mais aussi par sa tactique du second tour, qui a manqué de rallier à elle les électeurs de François Fillon. Et au cours des 5 années suivantes, le Rassemblement national a échoué à s'imposer comme la première force d'opposition lors des élections locales, comme le montraient les scores nettement inférieurs à ceux prédits par les sondages lors des régionales de 2021. Les Républicains, dont l'opposition de fond avec Macron est tout sauf évidente, sont restés le premier concurrent de LREM. D'une manière générale, beaucoup de nationalistes, qu'ils soient à tendance identitaire ou souverainiste, trouvaient que leur camp avait depuis longtemps, trop longtemps et trop de fois donné sa chance au clan Le Pen. Éric Zemmour pouvait donc se donner 3 objectifs. Et là, c'était vraiment 3 objectifs que je vous propose de retenir pour essayer de comprendre un peu ce qu'a fait Éric Zemmour. Du moins, comprendre de l'extérieur. Car je ne suis pas dans la machine. D'abord, Éric Zemmour pouvait avoir pour objectif d'accroître le périmètre électoral du camp nationaliste. Ce camp qui, en 2017, avait réuni 26% des suffrages exprimés. 21,3 pour Marine Le Pen au premier tour et 4,6 pour Nicolas Dupont-Aignan.
On peut même dire 27% si on y ajoute le score de François Asselineau, qui lui n'a pas des positions très tranchées sur l'immigration. Rappelons qu'en 2016, Marine Le Pen avait été créditée de scores atteignant les 30% à elle seule. Elle avait donc clairement fait une campagne assez médiocre, perdant 8 points en cours de route. Pour étendre ensuite, et ça c'est le second objectif, pour étendre le nationalisme sur le plan électoral, il fallait aussi à Zemmour réduire, miner, voire détruire les républicains, pour qu'il ne reste au final aucun espace entre la Macronie, d'un côté, et le corps nationaliste, à droite. Et enfin, troisième objectif, voire le premier pour certains en raison de ce que j'ai dit, il fallait que Zemmour mine le Rassemblement national pour mettre fin à la domination de la dynastie Le Pen sur le vote nationaliste, en poussant Marine Le Pen à une retraite anticipée en quelque sorte. Alors certains diront, mais si Zemmour ne visait pas vraiment la victoire à la présidentielle, sauf en cas de performance inespérée, pourquoi ne faisait-il pas campagne en disant clairement qu'il suivait d'autres objectifs? Alors là, soyons réalistes. Personne en politique ne fait campagne autrement que pour gagner, ou alors, pour les petits candidats, pour porter un message, voire pour faire du témoignage. Personne ne dit qu'il se présente pour miner, pour casser un ou plusieurs autres candidats. Cela ferait apparaître ce candidat comme étant un candidat purement négatif et pas comme étant un candidat de projet. Cela ferait fuir beaucoup d'électeurs. Ensuite, on pourrait se dire que ces objectifs, à l'heure actuelle, ne peuvent plus être atteints tous les trois. L'accroissement du vote nationaliste, passant de 26-27% en 2017 à plus de 30% en 2022, voire 32% si on suit certains sondages, en cumulant Dupont-Aignan, Zemmour et Le Pen, cet accroissement semble être en bonne voie d'être accompli. Il est toujours possible aussi que Zemmour batte Pécresse et mène les Républicains vers une crise qui leur ferait admettre qu'ils ne sont plus une force politique d'envergure nationale capable d'arriver au second tour des présidentielles. Les Républicains devraient alors admettre ce qu'ils sont, à savoir un syndicat d'élus locaux. Les cadres LR compatibles avec Macron devraient envisager de s'allier avec LREM ouvertement. Et ceux qui ne sont pas compatibles avec la Macronie, des gens comme Julien Aubert, Bruno Retailleau ou Éric Ciotti, mais qui voudraient rester une force distincte du RN ou de Reconquête, eh bien, ces cadres de LR pourraient toujours créer un nouveau petit parti de droite, comme par exemple comme Dupont-Aignan avait créé des LF et des LR avant, et ce petit parti pourrait passer des accords avec les deux grands partis nationalistes. Mais, on pourrait se dire, pour ce qui est du troisième objectif, pour ce qui est du duel avec Marine Le Pen, qui semble perdu, il faut se dire que ça clôt le fait que Éric Zemmour ne pourrait donc pas valider ces trois objectifs à la fois. Eh ben en fait, c'est pas tout à fait sûr. Il reste un scénario dans lequel Zemmour pourrait avoir validé ces trois objectifs supposés, même en étant loin derrière Marine Le Pen. Et ce scénario, ce serait le cas où Jean-Luc Mélenchon finirait juste devant Marine Le Pen, parce que le candidat de Reconquête, donc Éric Zemmour, aurait fait un score plus élevé que prévu dans les sondages, qu'il aurait pris des points à Marine Le Pen, tout en finissant assez confortablement devant Valérie Pécresse. Donc en gros, ce serait l'ordre d'arrivée Macron, Mélenchon, Le Pen, Zemmour, Pécresse. Dans cette configuration, Zemmour aurait atteint ses trois buts. D'une part, il serait possible que, malgré tout, le camp national soit à plus de 30%, donc premier objectif atteint. Il aurait déclenché une crise grave chez LR, deuxième objectif atteint. Et en même temps, il aurait provoqué une crise très grave au RN, avec probablement une remise en cause d'une future campagne de Marine Le Pen, donc pour 2027 ou après. Bien sûr, une partie des électeurs d'Éric Zemmour pourrait regretter d'avoir envoyé, si ce scénario se réalisait, Jean-Luc Mélenchon au second tour. Et ce, alors que toute la gauche, dans toutes ses nuances, fait à peine un gros quart des voix d'après les sondages. Donc pourquoi envoyer Mélenchon au second tour? Est-ce que ce serait pas une humiliation pour le camp national, ou nationaliste, appelez-le comme vous voulez? Mais il y a une partie des Zemmouriens qui considèrent qu'après tout Marine Le Pen n'est pas tout à fait de droite, qu'elle n'est plus réellement motivée par la réduction de l'immigration, comme en témoigne sa campagne, et que sa défaite, puis sa mise en retraite, ouvrirait la possibilité pour une nouvelle union nationaliste qui serait prête à la prise du pouvoir en 2027, et pas forcément avec une nouvelle candidature de Zemmour. Peut-être que Zemmour ne fera qu'une seule et unique campagne. Autrement dit, l'urgence du vote utile pour Le Pen à la droite de l'échiquier politique est tout sauf évidente pour nombre d'électeurs de droite conservatrice et identitaire. Ces électeurs qui voulaient voter Zemmour, eh bien, ont tout intérêt à continuer à le faire et à lui donner le score le plus élevé possible, peu importe ce qui arrive à Marine Le Pen, et peu importe ce qui arrive au second tour, puisque au moment où nous parlons, il est tout à fait probable que de toute façon Emmanuel Macron sera réélu président de la République. Aussi, si Zemmour ne veut pas réellement gagner, mais obtenir un score à 2 chiffres suffisamment important pour perturber d'autres candidats, alors certains de ses choix de campagne peuvent s'expliquer. Le fait d'être resté campé comme il l'a fait pendant toute sa démarche sur le discours sur l'immigration, la sécurité et les impôts, ça permettait à Zemmour de se garantir une niche électorale. Alors que, redisons-le, il partait d'absolument rien, et qu'il ne pouvait pas compter sur un vote d'habitude contrairement à Marine Le Pen ou Mélenchon.
Maintenant, je vais vous proposer d'aller au-delà du cas Zemmour. Vous vous demandez pourquoi est-ce que les scores par bloc, ce que j'appelle la gauche, ce que j'appelle le centre, ce que j'appelle les nationalistes, ce que certains appellent l'extrême droite, pourquoi est-ce que ces scores par bloc m'intéressent plus que l'identité des participants du second tour? Et c'est parce que, au moment où nous parlons, donc, comme je vous ai dit, il est tout à fait probable que Macron soit réélu, mais c'est pas cela qui est vraiment la variable importante. La variable importante, et qui est actuellement beaucoup trop peu commentée, c'est qu'il faudra suivre le total des voix de ce que Alain Minc appelait le camp de la raison. Le camp de la raison, je mets de très gros guillemets donc sur cette expression. Ce camp de la raison, c'est le bloc des partis qui approuvent l'Union européenne, l'OTAN, le libre-échange mondialisé, bref, ce qu'on appelle l'euromondialisme. En 2017, ce camp avait pour candidats Emmanuel Macron, François Fillon et Benoît Hamon. Ces trois candidats ont totalisé, donc le 23 avril 2017, un peu plus de 50% des voix au premier tour, alors que les souverainistes, sur la droite de ce bloc donc, rassemblaient 27% comme on l'a vu, et la gauche radicale, donc soit Mélenchon, Poutou et Artaud, cumulait 21% des voix. Et les moins de 2% des voix restantes allaient à l'inclassable Jean Lassalle. Jean Lassalle, le centriste, mais partisan du désengagement de la France vis-à-vis de l'OTAN. Et depuis le début de la guerre d'Ukraine, je ne sais pas si ça suffit à classer Jean Lassalle comme étant un ignoble poutiniste d'extrême droite. En 2022, ce fameux, entre guillemets, camp de la raison a 4 candidats. Donc Macron, Pécresse, Jadot et Hidalgo. Le camp idéologique au pouvoir, donc ce fameux camp de la raison, celui qui rassemble tous les potentiels ministrales en passant par Europe Écologie Les Verts jusqu'à les Républicains en passant par ce qui reste du PS, eh bien ce camp devrait se contenter, d'après les sondages, d'environ 46% des suffrages exprimés. Alors certes, les deux autres principaux camps, celui de la gauche radicale et du camp nationaliste, sont divisés. À l'inverse, le camp dit de la raison va être surtout centré autour de LREM, ce qui n'est pas forcément un avantage pour lui, parce que ça peut dire aussi que le fait d'avoir un seul parti du camp mondialiste, ça signifie qu'il va se prendre tous les scandales, qu'il va se faire éreinter par toutes les crises d'un nouveau quinquennat, et qu'à terme, il se pourrait tout simplement qu'il s'effondre, ou que les Français décident d'en changer, sachant que le camp mondialiste n'aurait plus d'alternative à proposer. C'est plus comme PS, UMP, il y aura plus de François Fillon cette fois-ci. Alors à moins que LREM se divise, il se peut tout simplement que le parti unique du camp euromondialiste finisse par subir pleinement l'usure. Pour l'instant, ce camp dit du centre peut toujours gagner un second tour. Il lui suffit de faire battre le rappel d'un des bords politiques pour vaincre l'autre. S'il est face à la droite, il appelle la gauche, et inversement. Si Jean-Luc Mélenchon était au second tour, il serait probablement largement battu par l'alliance de fait des macronistes et de la droite nationale. En clair, quel que soit l'adversaire du centre, on aura un phénomène castor, autrement dit ces électeurs qui passent leur vie à faire des barrages. On peut constater que les oppositions au mondialisme, qu'elles soient de gauche ou de droite, n'arriveront sans doute jamais à s'unir en totalité, car le clivage droite-gauche en économie est très difficile à surmonter. Mais ces oppositions peuvent toujours gagner du terrain, et aboutir à une situation où la présence au second tour d'un candidat centriste, euromondialiste, et capable de faire jouer le fameux front républicain, eh bien cette présence ne serait plus assurée. Par exemple, si LREM finissait par se fissurer, et qu'on se retrouvait avec deux petits candidats centristes, et qu'il y avait une grande candidature de droite radicale versus une grande candidature de gauche radicale. Et on pourrait très bien se retrouver avec une version futuriste avec d'autres noms d'un second tour Mélenchon-Zemmour ou Mélenchon-Le Pen. Si cela se produisait, alors la France connaîtrait une rupture politique totalement inédite et sans doute fatale à ce qui reste de la Ve République, ou du moins de ce qui est devenu la Ve République depuis Mitterrand et Maastricht. Donc ce qui manque à l'opposition, c'est avant tout sur le bord droit de l'opposition, le bord nationaliste, souverainiste, c'est un discours nouveau. Donc ce sera pas vraiment de savoir quel sera l'héritage politique personnel d'Éric Zemmour, ni même de savoir si Reconquête va avoir un véritable avenir et si elle pourra s'ancrer localement. La question, donc, de savoir comment un candidat pourrait trouver un discours pour réunir les électeurs populaires, identitaires et conservateurs, et sur quel programme économique. Parce que ce programme économique d'union, il ne pourra pas se résumer à un programme social-souverainiste de type, je caricature un peu, mais de type Mélenchon plus le Frexit, et ça sera pas non plus un programme libéral en économie intérieure, mais sans l'immigration, autrement dit ce que fait Zemmour actuellement. Pour l'instant, personne n'a la solution de cette équation. Et il n'y a aucun modèle de discours ou de modèle politique ou de théorie politique et de pratique politique qui serait à importer directement de l'étranger. Que ce soit depuis le Royaume-Uni du Brexit, que ce soit depuis la Russie de Poutine, de la Hongrie ou de la Pologne, ou même d'ailleurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On verra bien ce qui arrivera d'ici au 10 avril. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur le Média pour tous ou sur ma chaîne, donc, dont j'indiquerai le lien dans la description.